Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. C'était en 1872, aux confins du territoire de l'Arizona, une langue de terre aride au sud de Painted Rock, où le vent ne cessait jamais et où le sol se craquelait comme une vieille peau. Luke Carvey vivait seul dans ce ranch délabré depuis près de 5 ans. Il ne parlait pas beaucoup, ni à ses voisins, ni aux hommes en ville, pas même à lui-même. Ce silence était devenu une habitude, pas seulement un confort, mais une armure. Il avait enterré sa femme et son fils le même hiver où la fièvre avait ravagé le Nouveau-Mexique. Après cela, il n'avait plus rien à perdre. Il avait la trentaine bien entamée, mais son dos portait le poids de quelqu'un de plus âgé. Cheveux bruns courts, grisonnants sur les tempes, barbe qui tenait plus du chaume que du style. Il avait une longue cicatrice sous les côtes, du genre qui ne venait pas du travail au ranch. La cavalerie de l'Union lui avait laissé ça. La même guerre qui avait laissé la moitié des hommes de la vallée morts et les autres silencieux, comme lui. Cette nuit-là, le vent soufflait fort. La poussière faisait cliqueter les lattes de la grange comme des doigts grattant du bois. Luke réparait un loquet sur la barrière arrière. Un des chevaux l'avait encore fait sauter d'un coup de sabot quand il entendit quelque chose bouger dans l'obscurité. Ce n'était pas le genre de bruit habituel. Pas un sabot, pas un raton laveur, pas un rat. C'était plus lourd, plus lent, comme quelqu'un qui essayait de ne pas être entendu. Il se dirigea vers la grange, sa lanterne allumée, son point 44 dans l'étui mais non attaché. À l'intérieur, ça sentait la sueur, le fumier et la poussière, comme d'habitude. Il dépassa les stalles, les chevaux s'agitant nerveusement. Et puis il la vit, une silhouette dans le foin. D'abord, il crut que c'était un enfant. Trop petit, trop immobile. Mais la lumière attrapa la forme d'une jambe nue, la courbe d'une hanche, des cheveux noirs emmêlés. C'était une femme d'un accent grave peine plus de 20 ans, supposa-t-il, recroquevillée dans un coin comme un animal blessé. Sa robe était déchirée presque jusqu'à la taille. En peau de daim, une confection rudimentaire. Son épaule était exposée, couverte de terre et de contusions. Le devant de sa robe était tailladé sur la poitrine, suffisamment béant pour montrer le galbe d'un sein et la ligne profonde de son décolleté. Du sang avait séché sur le tissu au niveau de ses côtes. Sa cheville droite était enflée, le pied tordu sous elle. Sa peau était foncée par le soleil et la saleté, mais en dessous, il y avait quelque chose de doux, de féminin et de profondément blessé. Luke se figea, la mâchoire serrée. Il ne s'approcha pas. Ne cria pas, ne dégaina pas son arme. Il resta simplement là, respirant doucement, soupesant l'instant. Il avait déjà vu des femmes comme elle. Pas exactement de cette façon. Pas en train de saigner dans sa grange, mais pendant la guerre, dans les camps, en fuite. Il savait à quoi ressemblait la peur. Il savait ce qui arrivait quand les gens effrayés étaient acculés. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Ou peut-être que si, mais qu'elle ne pouvait pas bouger. Luke abaissa lentement la lanterne, la posant sur la terre battue. Puis il se retourna et quitta la grange sans dire un mot. Le lendemain matin, il se leva avant le soleil, comme toujours. Prépara un café noir assez épais pour être mâché, nourrit les chevaux, puis retourna à la grange avec une tasse en étain remplie d'eau. Elle était toujours là, les yeux fermés, le visage tourné vers le foin. Mais elle avait légèrement bougé. Un bras était maintenant enroulé sur sa poitrine, comme si elle essayait de se maintenir en un seul morceau. Sa respiration était courte, ses lèvres sèches, sa poitrine se soulevant rapidement comme si elle courait dans son sommeil. Luke s'approcha lentement, sans pas brusque, sans élever la voix. Il s'agenouilla juste hors de portée et posa la tasse sur une planche à côté de sa tête. Elle ouvrit les yeux à l'instant même où il le fit. Grand, sombre, alerte. Leurs regards se croisèrent. Les siens étaient effrayés, oui, mais plus que ça, ils étaient durs. Pas brisés, pas suppliants, ils observaient, jugeaient. Luke ne sia pas, « Je ne vais pas vous livrer », dit-il. Sa voix était rauque à force de ne pas servir. Calme, neutre. L'eau est propre. Vous en avez besoin. Elle ne tendit pas la main vers la tasse. Elle se contenta de le fixer. Il se leva, sortit et la laissa tranquille. Cette nuit-là, elle n'était plus dans la grange. Pendant une seconde, Luke pensa qu'elle était partie en boitillant dans le désert et s'était vidée de son sang quelque part. Il jura à voix basse, vérifia le sol à la recherche de traces. Puis il la vit près du ruisseau. Elle était agenouillée dans l'eau peu profonde, nue jusqu'à la taille, en train de se laver. Ses côtes étaient fines mais fortes.
Son dos était éraflé par sa reptation à travers les broussailles. Ses cheveux étaient trempés, tombant comme des cordes le long de sa colonne vertébrale. Quand elle se tourna légèrement, Luc vit la courbe de sa poitrine, pleine, marquée de bleu, du genre laissé par des mains brutales. Elle le vit et ne bougea pas, ne se couvrit pas, se contenta de soutenir son regard avec un défil assez constant. Luc ne la dévisagea pas. Il ne détourna pas le regard non plus. Il hocha simplement la tête, se retourna et retourna à la maison. Elle pouvait bien avoir son fichu ruisseau. Plus tard dans la soirée, il entendit la porte grincer. Il se détourna de son poêle. Elle se tenait là, les cheveux humides. Sa vieille chemise sur elle, grande, aux manches effilochées retroussées, tombant bas sur ses épaules. Les boutons n'étaient pas bien mis. Sa robe était en boule dans ses bras, mouillée et déchirée au-delà de toute réparation. Luc ne parla pas, il s'écarta simplement. Elle entra. Ne regarda pas grand-chose. Fille dure ou têtue. Il versa un second bol de ragoût, lui tendit une cuillère et s'assit en face d'elle à la table. Ils mangèrent en silence. Ses yeux ne le quittèrent jamais. Quand le bol fut vide, elle le poussa en avant, joignit les mains sur ses genoux, attendant. Luc se leva, fouilla dans une vieille malle et revint avec un couvre-lit. Le plancher vaut mieux que la terre battue, dit-il. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à vous pour l'instant. Elle hésita, juste un souffle, puis prit la couverture. Elle s'installa près de la cheminée, pas assez près pour l'atteindre, mais sans se cacher non plus. Elle s'enveloppa dans la couverture, les yeux mi-clos, le corps toujours tendu, mais elle était à l'intérieur maintenant, au sec, nourrie. Luc la regarda un long moment avant de souffler la lampe. Il s'allongea sur son lit, écoutant sa respiration. Elle ne pleura pas, ne demanda pas d'aide, ne dit pas merci. Et il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, quelque chose changea. Pas la confiance. Pas encore. Mais le silence avait changé. Le matin vint lentement. Une lumière pâle filtrait à travers les lattes de bois déformées de la maison du ranch, peignant de faibles lignes sur le sol poussiéreux. Le foyer s'était éteint depuis longtemps. Luc était déjà debout, comme toujours. Tôt, mécanique, comme un homme qui ne dormait pas tant qu'il n'attendait pas que la nuit se termine. Il bougeait silencieusement dans la cuisine, faisant bouillir du café sur le poêle, le son du feu crépitant doucement. Il ne regarda pas vers le foyer. Il savait qu'elle était toujours là. Il avait entendu sa respiration changer vers l'aube, le genre d'inspiration lente qu'une personne fait quand elle est réveillée, mais prétend ne pas l'être. Il versa 2 tasses, en posa une sur la table, prit l'autre et se dirigea vers la fenêtre, restant là à regarder la cour comme si elle pouvait tenter quelque chose. Derrière lui, le faible grincement de la couverture et des pieds nus sur le bois. Elle ne parla pas. Lui non plus. Elle s'assit, souleva la tasse, sirota lentement. Ses mains étaient plus petites qu'il ne s'y attendait. Les ongles cassés, les jointures éraflées. Il y avait un hématome sombre le long de son avant-bras, maintenant visible sous la manche retroussée de sa chemise. Luc parla enfin. « Vous êtes d'ici » Elle fixa la vapeur qui montait de la tasse, puis hocha la tête une seule fois. « Votre nom » demanda-t-il. Une longue pause. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, elle dit. « Nieli. » Il acquiesça d'un seul hochement de tête. « Luc. » C'était tout. Mais cela régla quelque chose. Elle mangea ce qu'il cuisinait. Des haricots et les restes de ragoût. Et ne tressaillit pas quand il passa près d'elle. Elle ne se détendit pas non plus. Pas complètement. Elle surveillait chaque mouvement qu'il faisait, comme si elle avait déjà mémorisé les sorties. Après le petit déjeuner, il sortit et dit « Vous pouvez rester si vous voulez, mais j'ai besoin d'aide. » Aucune réponse ne vint. Il n'en attendit pas à midi, elle était dehors, pas près de lui, mais sans se cacher non plus. Elle le regarda fendre du bois, nourrir le mulet, abreuver les chevaux. Puis, après une longue pause, elle boitilla jusqu'à la clôture et commença à dégager les broussailles mortes de l'abreuvoir. Luc jeta un coup d'œil mais ne dit rien. Elle se déplaçait lentement, en s'appuyant sur sa cheville droite, mais obstinément. Quand elle s'accroupit, l'arrière de la chemise remonta, exposant la courbe où sa colonne vertébrale rencontrait ses hanches. La saleté tachait ses cuisses nues. Il détourna le regard, non par culpabilité, mais par respect et un peu de confusion. Elle était belle, oui, mais ce n'était pas ça qui le troublait. C'était le fait que, pour la première fois depuis longtemps,
il voulait dire quelque chose qui ne concernait pas les corvées ou la météo. Il voulait lui demander si elle souffrait. Il voulait lui dire qu'il était content qu'elle ne se soit pas enfuie. Il ne le fit pas, car elle pourrait le faire. Plus tard, alors que le soleil déclinait, elle entra dans la cuisine et prit le bol de ses mains avant qu'il ne puisse servir le souper. Elle servit le ragoût dans les 2 bols, les posa sur la table et s'assit. Luc cligna des yeux. Juste une fois, puis s'assit en face d'elle. « Où alliez-vous » demanda-t-il, sans s'attendre à une réponse. « Nulle part » dit-elle. Calme, neutre. « D'où veniez-vous » demanda-t-il. Elle le fixa. 3 blancs à cheval, l'un avait une corde. La mâchoire de Luc se contracta. Il baissa les yeux vers son bol. « Vous l'avez tué » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « J'en ai coupé un. J'ai fui. Vous pensez qu'il cherche toujours » Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas » il n'insista pas. Il dit simplement, « S'il se montre, je m'en occupe. » Cela la fit lever les yeux, vifs, sceptiques. « Vous vous battrez pour moi ?»« Je ne mets pas les gens dehors, » dit-il. « Pas après qu'ils aient saigné dans ma grange. » Elle le dévisagea un long moment, comme si elle ne le croyait pas, comme si peut-être personne ne lui avait jamais dit ça avant. Ou s'il l'avait fait, il voulait dire autre chose. Cette nuit-là, elle fit la vaisselle pendant qu'il empilait du bois de chauffage. Quand il revint à l'intérieur, elle se tenait à nouveau près du foyer. Elle ne s'allongea pas. Au lieu de cela, elle le regarda. La lampe était basse. Elle attrapa l'ourlet de la chemise, sa chemise à lui, et l'ajusta légèrement. Et ce faisant, le col glissa à nouveau de son épaule. Un morceau de peau apparut, propre maintenant, lisse, intact. Elle ne le remit pas en place. Il s'arrêta, les mains tenant toujours le bord de la pile de bois. Elle ne dit rien, se contenta de croiser son regard. Luc se dirigea vers la malle, en sortit une autre couverture et la lui tendit. « Vous aurez plus chaud cette nuit, » dit-il. Elle la prit, ses doigts frôlant les siens, et pour la première fois, elle ne se retira pas. Toujours pas de sourire. Pas de merci. Mais quelque chose changea dans ce contact. Avant de se coucher, il vérifia la porte d'entrée, verrouilla les fenêtres et posa son fusil près de son lit de camp. Non pas parce qu'il la craignait, mais parce que le monde extérieur continuait de tourner, toujours dangereux. Il s'allongea dos au mur, la couverture tirée jusqu'à la taille. La pièce était faiblement éclairée par la lumière mourante du feu. Il l'entendit s'installer à nouveau. Il écouta le son de sa respiration. Elle venait plus lentement cette fois, moins gardée, moins comme quelqu'un essayant de ne pas exister. Et dans le calme, il ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Luc Carvé ne se sentait pas complètement seul dans sa maison. Et quelque part, peut-être à peine, elle ne se sentait pas traquée. Pas cette nuit-là, pas sous son toit. Le matin fut différent. Luc le sentit dans ses os avant même que le soleil ne soit levé. Le genre de sentiment qui venait d'années passées sur le terrain, à éclaireur en avant de la cavalerie, à lire les pistes, à écouter un vent qui ne correspondait pas aux arbres. Il s'extirpa de son lit de camp avant le premier chant du coq et se dirigea vers la fenêtre sans mettre ses bottes. Dehors, la cour était immobile. Le ciel commençait à peine à pâlir, mais il y avait des traces fraîches dans la poussière. Des empreintes de sabots. 2 paires, proches l'une de l'autre, datant de la nuit dernière ou de plus tôt, pas les siennes. Il se détourna de la fenêtre et attrapa sa chemise. Niélie était déjà réveillée. Elle se tenait dans la cuisine, pieds nus, une main agrippant le côté de la table comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Ses cheveux étaient attachés en arrière à la hâte avec un bout de ficelle. Elle ne demanda pas ce qu'il avait vu. Elle pouvait le deviner. Luc par là-bas. Des cavaliers sont passés. Elle ne cligna pas des yeux. Il cherche. Il hocha la tête. Ça pourrait être n'importe qui, mais ce n'est pas personne. Elle s'écarta de la table. Tout son corps se tendit comme si elle décidait s'il fallait attraper quelque chose ou courir. Luc traversa la pièce et ouvrit la porte lentement, non pas avec panique, mais avec calcul. Il ne voyait personne pour l'instant, juste l'étendue de terre ouverte et les broussailles le long de la route. Il sortit sur le porche. Le fusil était toujours appuyé à l'intérieur, près de la porte. Niélie resta derrière lui, proche, mais sans s'accrocher, observant de la même manière qu'il observait. 10 minutes passèrent. Puis ils l'entendirent,
un cavalier seul qui approchait. Le son des sabots sur la terre sèche. Pas rapide, juste régulier. Luc attendit que la silhouette devienne visible, puis s'avança complètement dans la cour. C'était l'adjoint à Rontulle, la quarantaine, trop propre pour un homme qui prétendait monter dur et méchant de cette façon qui naît de l'ennui et de la lâcheté. Il portait son insigne comme une autorisation de se pencher trop près et de parler trop fort. Luc l'avait contrarié une fois, 3 ans plus tôt, à propos d'une concession de terre qui ne lui appartenait pas. Il ne l'avait pas revu depuis, n'en avait pas eu besoin. Maintenant, il était là. Tulle arrêta son cheval près de la clôture et cracha. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, Carvé, dit-il en inclinant son chapeau en un salut moqueur. J'ai entendu dire que vous étiez devenu un vrai fantôme. » Luc ne répondit pas. Il resta simplement là. Tulle regarda vers la maison, puis de nouveau vers Luc. On m'a dit qu'un ou deux Apaches, avaient été vus en direction de l'ouest. Une femme, peut-être 2, l'une est blessée. Des gars du coin ont dit qu'ils l'avaient suivi jusqu'au ravin. Une piste de sang menait vers votre propriété. Luc ne bougea pas, j'ai vu des traces de coyotes. Rien d'autre. Tulle sourit. Mince, aigu, malhonnête. Vous avez toujours été doué pour les pistes. Puis plus fort. C'est vrai? Ça vous dérange si je jette un œil à votre grange, juste pour m'assurer que rien ne saigne là où ça ne devrait pas? Luc ne répondit pas. Il fit juste un pas en avant et dit « non ». C'était tout. Pas d'explication, pas de colère, juste non. Le sourire de Tulle s'effaça d'un cran. Vous cachez quelque chose? Je vous dis de continuer votre route. Le silence s'étira entre eux. Derrière Luc, la porte s'ouvrit légèrement. Nieli ne sortit pas, mais il savait qu'elle regardait, et il savait que Tulle avait vu une ombre bouger. La voix de Tulle changea, plus douce, plus méchante. Vous savez ce qui arrive à ceux qui cachent un fugitif? Même une Indienne indienne. Luc ne s'y a pas, ce n'est pas une fugitive. C'est une Apache. C'est tout ce qu'il faut. La mâchoire de Luc tressaillit. Puis Tulle se pencha en avant sur sa selle et dit, vous comptez coucher avec elle, aussi? J'ai entendu des choses sur vous, les types silencieux. Tout seul ici, ça commence à pourrir l'esprit. C'est là que Luc bougea. Il ne le frappa pas, ne leva pas la main. Il marcha droit vers la selle, très lentement, attrapa les rênes près du mort et regarda Tulle droit dans les yeux. Elle est sous mon toit. Si vous dites un mot de plus comme ça, je vous fais tomber de cette selle et je vous traîne jusqu'en ville avec votre langue enfoncée dans la gorge. Tulle ne parla pas, ne bougea pas. Luc lâcha les rênes. L'adjoint recula son cheval de quelques pas. Tout ce faux calme s'effritant un peu sur les bords. Vous vous croyez intouchable juste parce que vous vous êtes battu pour l'union, siffla Tulle. Non, dit Luc. Mais je me suis battu. Vous n'avez fait que parler. Tulle resta assis là une seconde de plus, puis fit claquer sa langue et fit demi-tour. Ce n'est pas fini, dit-il par-dessus son épaule. Luc resta immobile jusqu'à ce que le son des sabots ait disparu. Puis il rentra à l'intérieur, refermant la porte derrière lui. Nieli se tenait là, les bras croisés sur sa poitrine. Il ne la regarda pas tout de suite. Il posa le fusil, se versa de l'eau, but. Puis finalement, il dit, il vous a vu. Elle hocha la tête. Vous voulez partir? Une autre pause. Sa voix était neutre mais stable. Si je pars, il me suivra. Luc ne demanda pas ce qu'elle voulait dire par là. Il le savait déjà. Alors il dit, alors vous restez. On affrontera ce qui viendra. Elle s'approcha de lui, maintenant. Pas assez pour le toucher, mais plus près qu'elle ne l'avait jamais été. Vous vous battrez pour moi, dit-elle à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une question. Il la regarda droit dans les yeux. S'il le faut. Son expression ne changea pas, mais son corps si. La tension dans ses épaules se relâcha. Ses bras tombèrent. Elle prit une lente inspiration, comme si elle laissait enfin échapper une partie du poids. Cette nuit-là, elle ne dormit pas près du foyer. Elle se tint dans l'encadrement de sa chambre à lui. Pas de mots, pas d'invitation, juste une présence. Luc ne demanda pas ce qu'elle voulait. Il écarta simplement la couverture et se poussa. Elle grimpa à côté de lui, aucune peur dans son contact maintenant, son corps chaud contre le sien, son bras se posant légèrement autour de sa taille. Ils ne parlèrent pas,
mais pour la première fois, aucun d'eux n'avait plus rien à expliquer. Le lendemain matin fut calme. Pas de la manière habituelle. Pas le genre de calme qui venait des jours sans vent ou de l'éloignement de la ville. C'était quelque chose de plus proche, partagé à l'intérieur des murs. Nieli était toujours dans son lit. Elle ne s'était pas éclipsée pendant la nuit, ne s'était pas faite petite ou distante. Elle était allongée sur le côté avec une couverture enroulée autour de sa taille, son dos nu et chaud contre la lumière du matin qui filtrait à travers les volets fissurés. Une de ses jambes était repliée contre la sienne, sa main reposant près de ses côtes, ni possessive, ni craintive, juste là. Luc se réveilla avant elle. Il ne bougea pas, se contenta de fixer le plafond, écoutant la respiration régulière d'un autre être humain dans son lit, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Cela semblait déplacé au début. Puis, ça l'était trop. Sa poitrine était serrée, non pas de peur, mais de savoir qu'il ne savait pas ce qui viendrait ensuite. Elle remua, ne parla pas. Elle resserra la couverture, roula lentement et le regarda. Ses yeux n'étaient pas doux, mais ils n'étaient pas durs non plus. Il ne dit rien. Elle leva la main, effleura le bord de sa mâchoire, rêche de la barbe du matin. Ses doigts s'arrêtèrent près de la cicatrice qui courait le long de ses côtes. Il la regarda. Sa voix était basse. Que s'est-il passé? Lame de sabre. En 64. Cold Harbor. Il le dit comme si ce n'était rien. Comme s'il nommait un endroit qui n'avait plus d'importance. Elle hocha lentement la tête. Son pouce frôla la cicatrice une fois de plus. Puis elle dit, « Vous ne parlez pas dans votre sommeil. » Luc cligna des yeux. « Ça vous dérange? » Non, c'est juste étrange. Les hommes rêvent bruyamment. Vous ne rêvez pas du tout. Il détourna le regard vers la fenêtre. J'ai arrêté de me laisser submerger. Elle ne posa pas plus de questions. Mais il le vit. La façon dont son expression changea, juste un peu, comme si elle comprenait quelque chose de nouveau sur lui juste à partir de ça. Ils se levèrent sans rien dire d'autre. Il s'habilla, les bottes d'abord, puis la chemise. Elle s'enveloppa dans sa couverture et traversa la pièce pour prendre la chemise qu'elle portait. L'enfila sans lui tourner le dos. Plus timide maintenant. Son corps portait encore des bleus, mais sa posture n'était plus défensive. Elle ne faisait plus que survivre maintenant. Ils prirent le café ensemble, debout. Elle demanda, « Vous vivez toujours comme ça ?» Luc eut un léger sourire narquois. De quelle façon? Comme si le monde était déjà fini. Il ne répondit pas tout de suite, puis dit finalement, « J'ai vécu la partie qui donnait cette impression. » Nieli n'insista pas. Elle n'en avait pas besoin. Le silence entre eux s'était transformé en quelque chose qui en disait plus que les mots. Elle passa la journée à l'aider à tendre du fil de fer le long de la clôture sud. Il ne le lui avait pas demandé, mais quand elle vit les outils, elle en prit un et le suivit. Elle boitait toujours, s'appuyant sur sa cheville, mais serrait les dents comme si cela n'avait pas d'importance. Ils travaillèrent côte à côte dans la chaleur. Il lui montra comment serrer la tension correctement, comment l'ancrer avec les poteaux de cèdre. Ses mains étaient fortes, maladroites, mais déterminées. À un moment, le fil lâcha d'un coup, lui fouettant la main assez fort pour couper la peau. Elle siffla, retira sa main. Luc s'avança rapidement, attrapa son poignet. Elle essaya de se dégager. Un vieil instinct, mais s'arrêta quand elle vit son visage. Il lui tint fermement la main et examina la blessure. « C'est superficiel, dit-il, mais ça va saigner un moment. » Elle ne grimaça pas quand il la nettoya. Elle se contenta de le regarder, puis dit, « Vous touchez avec douceur. » La plupart des hommes ne le font pas, il ne leva pas les yeux. « Je ne suis pas la plupart des hommes. Avez-vous peur de moi? » Cela le fit lever les yeux. « Non, » dit-il sans hésitation. « Et vous? » Ses yeux soutinrent les siens un long moment. « Je l'étais, » admit-elle. « Maintenant, je ne sais pas ce que je ressens. » Ce soir-là, quelque chose changea à nouveau. Luc travaillait sur les marches du porche, reclouant une planche déformée. Nieli sortit avec une assiette en étain, tenant un biscuit frais, à moitié brûlé, à moitié difforme, mais c'était le sien. Elle le lui tendit sans cérémonie. « J'ai essayé, » dit-elle. Il le prit, mordit dedans, mâcha, avala. « Le meilleur fichu biscuit que j'ai mangé cette semaine. » Elle eut un sourire narquois. « On est mercredi. » Il sourit pour de bon, alors.
Pour la première fois de toute l'histoire. Cette nuit-là, ils étaient allongés dans le même lit. Pas de tempête dehors. Pas de menace, juste eux. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais ses doigts trouvèrent sa poitrine. Sa main s'enroula autour de sa hanche. Elle glissa une jambe sur la sienne. Et quand leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre, il n'y avait plus d'hésitation. Ils s'embrassèrent lentement, chaleureusement, délibérément. Elle retira sa chemise. Il traça la ligne de sa colonne vertébrale du bout de ses doigts rugueux. Ses seins étaient doux contre sa poitrine, son souffle chaud contre son cou. Il demanda doucement, « Êtes-vous sûr ?» Elle le regarda droit dans les yeux. Oui. Et cette nuit-là, ce n'était pas une question de protection ou de survie. C'était une question de choix, elle le choisissant lui, et lui choisissant de laisser quelqu'un toucher les parties de lui-même qu'il n'avait laissé personne approcher depuis des années. Quand ce fut terminé, ils ne s'écartèrent pas. Ils restèrent proches, immobiles, et tous deux dormirent. Pas seulement les yeux fermés, mais d'un vrai sommeil. Le vent avait changé. Il soufflait plus fort ce matin-là, chaud et sec, transportant la poussière du sud. Luc le remarqua tout de suite à la façon dont les chevaux s'agitaient nerveusement, les oreilles frémissantes. Le ciel était clair, mais l'air était chargé de tension, comme si la terre elle-même savait que quelque chose approchait. Il sella l'une des juments juste après le petit déjeuner. Nieli se tenait dans l'embrasure de la porte, la chemise flottant sur ses courbes, les cheveux encore humides du ruisseau. « Vous allez en ville ?» demanda-t-elle. Luc hocha la tête. « J'ai besoin de farine, de sel, peut-être plus de bandages. »« C'est sûr ?» Il s'arrêta, un pied dans l'étrier. « Non, mais je serai de retour avant le coucher du soleil. » Elle n'essaya pas de l'arrêter, mais ses yeux le suivirent jusqu'à ce qu'il ait disparu de sa vue. Dry Bend était à 15 miles à l'est. Une seule rue, 2 saloons, et plus d'armes que de décence. Luc n'y allait que s'il le devait, et il ne s'attardait jamais. La plupart des gens savaient qu'il ne fallait pas lui parler, mais cela n'arrêtait pas les regards, surtout maintenant, surtout après que tu l'aies commencé à chuchoter des choses. Il garda la tête baissée, prit ce dont il avait besoin et évita les ennuis. Mais les ennuis ne lui rendirent pas l'appareil. Au moment où il sortait du magasin, 2 hommes traversèrent la rue dans sa direction. Il en reconnut un, Clyde Mercer, une grosse brute, qui chevauchait parfois avec Tulle quand ils avaient besoin de muscles supplémentaires. L'autre était plus jeune, nerveux, et sa main tressaillait déjà près de sa ceinture. Clyde parla le premier. « Carvey. » Luc ne répondit pas, « Vous jouez toujours à la petite maison avec cette squaw. » Luc ne s'arrêta pas de marcher. Ne tressaillis pas. Le plus jeune ricana. On dit qu'elle vous réchauffe le lit. On pensait qu'on tenterait notre chance la prochaine fois que vous seriez parti. Luc s'arrêta, se retourna. La rue devint silencieuse autour d'eux. Sa voix était basse. Égal. Vous avez 10 secondes pour la fermer et marcher dans l'autre sens. Clyde eut un sourire méprisant. Sinon quoi? Vous allez nous tirer dans le dos comme vous l'avez fait avec ces rebelles? La mâchoire de Luc se serra, mais il ne porta pas la main à son arme. Au lieu de cela, il s'approcha de Clyde et le regarda fixement, comme un homme regardant à travers quelqu'un. J'ai enterré ma femme et mon fils avant de jamais poser la main sur une autre femme. Et si vous ou qui que ce soit d'autre essayez de vous approcher de ma terre, je vous enterrerai aussi. Clyde recula, un crachat atterrissant dans la poussière près des bottes de Luc. Attention, Carvey. Il n'y a pas de loi là-bas, juste de la terre. Et cette terre a de la mémoire. Luc ne répondit pas. Il se retourna, monta à cheval et partit. Mais il sentit leurs yeux sur lui et il sut que les mots ne cesseraient pas de se répandre. De retour au ranch, Nieli attendait. Elle se tenait près de la barrière quand elle le vit arriver. Quelque chose sur son visage lui dit qu'elle savait déjà. Il descendit de cheval, lui tendit la farine. « Je les ai entendus, » dit-elle. Luc leva les yeux. Quoi? Ces hommes qui parlaient depuis la colline. Elle désigna la crête au-dessus du ruisseau. J'y suis monté pendant que vous étiez parti. Luc déglutit. Combien? 2. Ils sont partis quand vous vous êtes approchés. Vous auriez dû rester près de la maison. Je ne reste plus caché. Cela l'arrêta. Elle était différente maintenant. Plus forte, plus présente. Elle ne se cachait pas. Elle n'attendait pas la permission. Elle avait choisi de rester,
mais pas comme quelque chose d'impuissant. Il respectait cela, mais ça ne rendait pas le danger moins réel. Cette nuit-là, Luc ne dormit pas. Il s'assit sur le porche avec un fusil sur les genoux, surveillant la route. Il ne pensait pas qu'il viendrait encore. Pas cette nuit. Mais le genre d'homme qui parlait beaucoup aimait aussi prouver quelque chose, et il n'oublierait pas ce qu'il avait dit. Nieli sortit, pieds nus, enveloppé dans une couverture. « Vous devriez vous reposer, dit-elle. Je le ferai plus tard. » Elle resta à côté de lui un moment en silence. Puis dit, « Vous les combattez avant qu'ils ne vous combattent. » « Non, dit Luc. Mais je ne les laisserai pas décider de ce qui se passe sur ma terre. » Elle hocha la tête, puis s'assit à côté de lui, sa main trouva la sienne sous la couverture, leurs doigts usés s'entrelaçant, non pas pour le réconfort, mais pour dire « Je suis là. » Il se tourna vers elle. « Vous n'avez pas à faire partie de ça. »« J'en fais partie, » dit-elle. Et juste comme ça, la décision fut prise. Ils passèrent le lendemain à se préparer, non pas pour la guerre, mais pour envoyer un message. Luc construisit une deuxième barrière près de l'entrée de la propriété, renforça les portes de la grange, déplaça les provisions à l'intérieur. Nieli rassembla des pierres et les disposa en un tas de signal près de la colline. Quelque chose a brûlé si elle avait besoin de le rappeler rapidement. Il lui apprit à viser avec le fusil. Elle ne scia pas quand il recula. Elle toucha la bouteille au deuxième essai. « Bien, » dit-il. Elle abaissa le canon, ajusta sa prise. « Ils ne me font pas peur. »« Ils le devraient, » dit Luc. « Mais la peur ne signifie pas que vous êtes faible. Juste que vous réfléchissez lucidement. » Elle le regarda et dit, « Je croyais que j'étais morte quand j'ai rampé dans cette grange. »« Je croyais que j'étais finie aussi, » dit-il. Il s'avère que nous avions tous les deux tort. Le matin vint avec le silence à nouveau, mais ce n'était pas la paix. C'était le genre de silence que Luc Carvé connaissait bien. Celui juste avant un combat. Les chevaux étaient agités. Les oiseaux s'étaient tus. Le vent ne bougeait pas. Il scella le bai et vérifia le fusil, puis arpenta le bord de sa terre une fois de plus. Les clôtures tenaient. Les barrières étaient calées. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand il revint, Nieli était dehors, assise sur le porche avec un couteau dans une main et un morceau de viande séchée dans l'autre. Elle était pieds nus, la chemise rentrait fermement autour de sa taille avec une bande de tissu déchirée. Sa cheville était toujours enflée, mais elle bougeait comme si cela n'avait pas d'importance. Ses longs cheveux étaient tressés d'un côté. Ses yeux étaient vifs. « Ils viennent aujourd'hui, » dit-elle. Luc ne demanda pas comment elle le savait. Il dit simplement, « Je m'en doutais. » Ils ne parlèrent pas beaucoup après ça. Pas de long discours, pas de plan au-delà de « attendre, surveiller, tenir ». À midi, ils entendirent des sabots. 3 cavaliers, exactement comme elle l'avait dit. L'un était Clyde Mercer. Un autre était le plus jeune de D.Y. Bend, celui qui était nerveux. Le troisième était Arontule, l'insigne d'adjoint épinglé sur sa poitrine comme s'il pensait que cela lui donnait plus de droits qu'il n'en avait. Luc se tenait devant le porche, le fusil à la main, mais pointé vers le bas. Nieli resta derrière lui, une main reposant contre le côté de la maison. Elle ne se cachait pas. Elle voulait qu'il la voie. Les cavaliers s'arrêtèrent juste à l'intérieur de la barrière. Ne prenant pas la peine de descendre de cheval. Tu le lanças, Carvé, vous avez une dernière chance de la livrer. Luc ne bougea pas, elle est sous mon toit. C'est une apache. Elle est recherchée. Elle n'a rien fait de mal. La bouche de Tulle se tordit. Ça n'a pas d'importance. Certaines choses n'ont pas besoin de preuves. La ville ne veut pas d'elle ici. Je ne suis pas en ville. Tulle se pencha en avant. Alors on vous embarque tous les deux. Vous allez essayer? Pendant un moment, personne ne bougea. Puis Clyde s'agita sur sa selle, la main frôlant son étui. Luc leva le fusil, pas pour viser, juste près. Ne le faites pas, dit-il. Le cheval de Tulle s'agita. Vous croyez que vous pouvez nous abattre tous les 3 avant qu'on vous abatte? Demanda Tulle. Non, dit Luc simplement. Mais je n'ai pas besoin de vous abattre tous les 3. Juste le premier qui tendra la main vers elle. Silence. Puis Nieli descendit du porche. Luc se tendit. Elle s'avança, s'arrêta à côté de lui et leva le menton. Elle parla assez fort pour être entendue. Vous voulez me prendre, dit-elle.
Essayez. Les hommes clignèrent des yeux. Le plus jeune semblait incertain. Elle s'approcha encore. J'ai saigné. J'ai fui. J'ai enterré plus de gens que vous n'en connaîtrez jamais. Si je tombe, j'emporterai quelqu'un avec moi. Clyde déglutit difficilement. Luke regarda Tulle. Si vous tirez ici, dit Luke, vous devrez expliquer à un juge pourquoi un cygne s'est transformé en œuf coulant. Vous croyez que la loi se soucie d'elle, aboya Tulle. Luke hocha la tête. Non. C'est pourquoi je m'en soucie. Tulle regarda autour de lui. Pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas lui qui tenait l'attention. Luke ne reculait pas ni Ellie non plus. Le plus jeune homme finit par craquer. Ça n'en vaut pas la peine, marmonna-t-il. Tulle le foudroya du regard. Clyde s'agita à nouveau, mais ne dit rien. Et lentement, un par un, ils firent demi-tour. Sans un autre mot, ils s'éloignèrent. Luke et Nieli restèrent là jusqu'à ce que la poussière retombe. Aucun d'eux ne respira pendant un long moment. Puis Luke dit, ils reviendront. Ou pire. Nieli hocha la tête. Je sais. Mais maintenant, ils savent que nous ne fuirons pas, elle se tourna vers lui. Vous n'avez pas fait ça pour la justice. Non. Vous l'avez fait pour moi. Il hocha la tête et elle se blottit contre lui, ses bras glissant autour de sa taille, sa tête contre sa poitrine. Ses mains se levèrent, la main tenant là. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Ils se tinrent juste l'un à l'autre. Cette nuit-là, ils n'allumèrent pas de lampe. Ils s'assirent près l'un de l'autre dans l'obscurité, à côté du feu, leurs genoux se touchant, ses jambes repliées sous elle, sa main reposant sur la sienne. La chaleur entre eux n'était plus prudente. Elle était réelle, revendiquée. Luke parla le premier. Vous voulez toujours partir un jour? Elle le regarda. Non. Plus maintenant. Il ne demanda pas pourquoi. Parce qu'il le savait. Parce qu'elle était déjà chez elle. La chaleur de l'été s'installa comme si elle comptait rester. Le vent revint, mais plus doux maintenant, balayant la terre en vagues tranquilles. Le ranch se tenait silencieux mais fort. Des clôtures rafistolées, une porte de grange fraîchement réparée, le ruisseau coulant toujours bâmait régulièrement. Pour la première fois depuis longtemps, rien ne semblait urgent. Une semaine entière passa sans cavalier, sans étranger, sans chuchotement, juste le travail et le souffle et des jours qui s'étiraient longuement comme s'ils étaient censés le faire. Luke taillait de nouveaux piquets de clôture à l'ombre du porche. Nieli lavait les draps près du ruisseau, fredonnant parfois. Pas une chanson qu'il reconnaissait, mais c'était doux et vivant. Sa cheville avait suffisamment guéri pour qu'elle ne boite plus, bien qu'elle l'aménageât encore après une journée complète de travail. Elle ne se plaignait pas. Elle ne l'avait jamais fait. Chaque matin, Luke préparait 2 tasses de café. Chaque soir, elle allumait le feu. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui viendrait ensuite. Il n'en avait pas besoin. Un après-midi, Luke entra dans la maison et la trouva près de la fenêtre, ne portant qu'une de ses chemises. Elle était ouverte à moitié, flottant autour de sa taille, frôlant le haut de ses cuisses. Ses cheveux étaient détachés, non tressés, mouillés par le ruisseau. La lumière du soleil dorait sa peau sur sa poitrine, et la forme de son corps était claire sous le coton fin. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Elle se tourna vers lui, ni surprise, ni timide, juste stable. « Je n'ai jamais pensé que je vivrais comme ça, dit-elle. Pas avec quelqu'un. » Luke s'avança. « Vous pensez que ça va s'arrêter ?» Elle haussa les épaules. « Avant, je pensais que tout s'arrêtait. Et maintenant ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Maintenant, j'ai peur que ça ne s'arrête pas. » Il s'approcha d'elle, posa ses mains sur sa taille. « Je ne suis pas du genre à faire des promesses, dit-il. Mais si vous restez, je construirai la vie que vous voudrez. Je me fiche de ce que pense la ville. Je me fiche de qui se souvient de votre nom ou du mien. » Elle leva la main, pressa sa paume contre sa poitrine. « Je suis déjà resté, dit-elle. » Et puis ils s'embrassèrent, vraiment, profondément, son corps contre le sien, sa jambe nue glissant entre les siennes. Leurs mains bougeaient lentement, s'explorant mutuellement avec plus de certitude qu'auparavant. Cette fois, ce n'était pas une question de protection ou de besoin. C'était de savoir qu'ils avaient le temps, qu'ils pouvaient construire quelque chose à partir des décombres. Cette semaine-là, Luke l'emmena en ville. Les têtes se tournèrent. Certains hommes la dévisagèrent,
d'autres détournèrent le regard. Tulle ne montra pas son visage. Nieli portait une robe propre que Luc avait troquée auprès d'une commerçante à Tucson. Elle ne lui allait pas parfaitement, mais elle était à elle. Du coton bleu, décolleté, ajusté à la taille. Elle marchait à côté de Luc, pas derrière lui, pas en dessous de lui. Les gens s'écartaient de leur chemin, non par peur, mais à cause de la façon dont il se tenait. Au magasin, Luc acheta des clous et de l'huile. Nieli choisit du tissu pour des rideaux. À la sortie de la ville, un garçon demanda si c'était sa femme. Luc s'arrêta. Il la regarda. Elle ne sourit pas, mais elle ne détourna pas le regard. Il répondit d'une voix claire et neutre. Elle l'est. Personne ne discuta. Personne n'osa. De retour au ranch cette nuit-là, ils s'assirent ensemble sur le porche. Les étoiles apparurent lentement. La terre s'étendait, sombre, autour d'eux. Elle s'appuya contre lui. « Vous les entendez toujours ?» demanda-t-elle. « Qui ?»« Les fantômes. » Luc resta silencieux. « Parfois, dit-il, mais ils ne sont plus aussi bruyants. Pas depuis que vous avez commencé à faire du bruit ici. » Elle tendit la main et prit la sienne. « Alors, continuons à faire du bruit. » Il lui embrassa les doigts. Et dans l'obscurité, sous le ciel ouvert, le vent ne portait aucune menace. Seulement le son de deux personnes qui avaient survécu à tout, sauf l'un à l'autre.